Ce 30 avril 2025, sur la colline Poklonaya, Vladimir Poutine n'a pas seulement évoqué l'histoire, il a défié l'Occident tout entier. Devant des milliers de jeunes rassemblés pour le marathon Znani. Premier, il a affirmé que la Russie ne pliera jamais face à ceux qui falsifient le passé et insultent la mémoire des vainqueurs. Fidèle à ses ancêtres et à la vérité historique, il a dénoncé la guerre idéologique menée contre son pays. Il a révélé, entre autres, la présence de Français combattant aux côtés des Russes en Ukraine et a partagé des témoignages poignants, dont une lettre de son grand-père évoquant les derniers mots bouleversants de sa grand-mère mourante sur le champ de bataille. Loin d'être affaiblie, la Russie se rassemble, forme une jeunesse consciente, fière et prête à défendre sa souveraineté. Cette vidéo dévoile un Poutine déterminé, qui oppose à l'Occident la force, la mémoire et l'honneur. Regardez jusqu'à la fin ce que l'Europe tente de faire taire. La Russie est en train de le faire renaître. Merci d'aimer, de partager et de commenter la vidéo. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous voir à l'approche de ces merveilleuses fêtes lumineuses, comme le jour de la victoire. Ici, il y a des représentants des acteurs culturels, pas tout à fait jeunes, spécialistes dans le domaine de la diffusion de l'information et de la création des contenus nécessaires, comme on dit à la mode aujourd'hui. Mais au début, oui, bien sûr, tout le travail de cette année est consacré à la ligne de la société de la connaissance. Le thème principal est le jour de la victoire. C'est un jour spécial pour nous tous, pour notre peuple, pour chaque famille russe. À l'époque soviétique, on parlait souvent de cette fête avec les mots de la chanson une fête avec des larmes aux yeux. Eh bien, tout d'abord, c'est une fête sans aucun doute parce que c'est le jour de la victoire. C'est tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et, comme nous le disons pour nous-mêmes, la Grande Guerre patriotique, c'est sans aucun doute le triomphe de notre peuple, le triomphe du peuple soviétique et du peuple russe. Peut-être, en premier lieu, du peuple russe. Parce que si l'on regarde le nombre de pertes, la Russie au sein de l'Union soviétique, elle s'appelait alors la RSFSR, la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Les pertes de la RSFSR représentaient environ 70%, 69 et quelques, enfin, presque 70%. C'est pourquoi nous soulignons toujours, c'est la vérité. Tous les peuples de l'Union soviétique ont apporté une énorme contribution. Personne ne s'est épargné, tout le monde a travaillé pour la victoire commune. Eh bien, bien sûr, la Fédération de Russie, en raison de son ampleur, a bien sûr apporté la contribution maximale à cette victoire et a sacrifié le plus de ses fils et filles sur l'autel de cette victoire, qui sont morts en défendant la patrie et notre avenir. Quand je disais que c'est une fête pratiquement pour chacune de nos familles, c'est naturel car avec de telles pertes énormes, pour toute l'Union soviétique, cela représentait 27 millions de personnes. Ce n'est pas encore compté précisément. Mais il est clair que cela a touché presque chaque famille. Et il est extrêmement important d'utiliser les moyens modernes pour transmettre cette information, cette vérité sur le passé, en l'occurrence sur la Grande Guerre patriotique et ses héros. La transmettre tant pour aujourd'hui que pour demain. Que voudrais-je dire à ce sujet? Bien sûr, ceux qui ont combattu pendant la Grande Guerre patriotique ont donné leur vie pour notre pays, pour notre patrie, pour aujourd'hui, pour qu'elle subsiste en tant que telle, pour que de nouvelles générations continuent d'apparaître dans notre pays. Ils ont accompli un exploit, mais ils continuent de l'accomplir encore aujourd'hui. Même ceux qui
sont morts en défendant la patrie. Pourquoi? Parce que la mémoire de leur exploit constitue l'un des fondements essentiels de tout notre peuple multinational. C'est en grande partie cela, la Russie, car la mémoire historique de ce qui s'est passé dans le passé, de ce qui est maintenant, nous prépare à ce qui peut et doit être à l'avenir. Ce n'est qu'en comprenant à quel prix nous avons obtenu notre présent et notre avenir, en comprenant ce que nos ancêtres, nos pères, grands-pères, arrière-grands-pères et même nos grands-mères ont fait pour défendre la patrie, qu'on peut comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et ce qu'est notre pays. Et ce n'est que dans ce cas que l'on peut correctement définir l'avenir et les priorités de nos actions pour aujourd'hui, à moyen terme et à plus long terme. Bien sûr, il est très important dans ce contexte d'avoir la possibilité et de savoir correctement, sincèrement, si vous le permettez, dire et transmettre de manière poignante toutes les informations sur ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes, des années précédentes, car c'est seulement ainsi que ces informations peuvent toucher le cœur de chaque personne, et c'est seulement ainsi qu'elles peuvent devenir une partie de son âme. Et cela signifie que chaque personne en particulier, et nous tous ensemble, formerons un tout unifié, et nous nous sentirons comme un peuple uni, ce qui est extrêmement important. Les moyens de communication modernes, bien sûr, diffèrent considérablement de ce qui existait auparavant. Eh bien, par rapport aux livres que moins de gens lisent maintenant, et peut-être vont-ils moins souvent au cinéma? Je ne sais pas, il faudrait regarder les statistiques. Mais c'est juste un moyen de transmettre l'information, cela change. Et il est important pour nous que les moyens modernes transmettent aux gens le contenu nécessaire, le contenu, comme on dit maintenant. Cela signifie que cela doit être sans aucun doute lié à notre désir de le faire, ainsi qu'à nos capacités à atteindre cet objectif, en utilisant les moyens modernes de transmission de cette information. Et sans aucun doute, tout cela doit s'appuyer sur les meilleures traditions de l'art russe et, en partant de ces traditions, façonner le présent et l'avenir en tenant compte des possibilités d'application des moyens modernes de communication. Et à cet égard, bien sûr, il est très important que les générations actuelles de professionnels de l'art, les acteurs du monde artistique, soient eux-mêmes animés par ce désir de travailler dans ce domaine et inspirent tous ceux qui peuvent être impliqués dans ce travail. Et il y en a beaucoup chez nous. On vient de montrer une petite exposition. Maintenant, je vais dire 2 mots sur la société. Znani. Elle a été fondée chez nous, je crois, en 1947, et son initiateur était notre éminent scientifique, et alors président de l'Académie des sciences de l'URSS, Vavilov. C'est ainsi que tout a commencé. Et en effet, dans les années précédentes, encore à l'époque soviétique, le titre de conférencier était très respecté. Il était toujours à un niveau élevé. Mais maintenant aussi, après la Renaissance, après la nouvelle incarnation de cette société de la connaissance, le travail se développe assez rapidement et, je dirais, efficacement. Mais déjà 30 000 conférenciers, la portée de l'audience, combien ont-ils dit maintenant? 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, cela signifie déjà quelque chose. Le niveau de confiance envers ce que fait le corps des conférenciers de la société de la connaissance parmi les citoyens du pays atteint 80%. C'est très sérieux. Je veux remercier tous ceux qui organisent le travail de la société de la connaissance pour cela. Pourquoi? Parce que cela signifie que la sélection de ces conférenciers est correcte.
Cela signifie que les gens, quand ils les écoutent, font confiance à ce qu'ils disent et à la manière dont ils le disent. C'est très important. Et ce qui est dit et comment c'est dit est également très important. Et pour nous, et cela m'a fait très plaisir. Je vois qu'il y a des militaires ici et l'un des participants à l'opération militaire spéciale me parlait de son travail. Déjà au sein de la société, de la connaissance, il est très important que nos héros d'aujourd'hui travaillent directement avec les jeunes. Ils parlent directement de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils évaluent ce qui se passe dans le pays et dans le monde en général. C'est une chose extrêmement importante. Car lorsque je disais que pour chaque famille russe, les événements de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique ont de l'importance, c'est aussi parce que chaque famille a été touchée par cela. Je suis sûr que dans presque chaque famille, on se souvient d'une manière ou d'une autre de ses ancêtres, des grands-mères et des grands-pères, des arrière-grands-pères, à travers des exemples concrets. Aujourd'hui, à travers des exemples concrets de nos gars qui combattent dans la zone de l'opération militaire spéciale, qui défendent la patrie, ainsi qu'à travers des exemples concrets de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, il faut en parler. Dans ce cas, cela suscitera certainement confiance et compréhension. Cela touchera certainement le cœur et l'âme de chaque personne qui entre en contact avec cette information. C'est seulement de cœur à cœur, lorsque cela est transmis à travers des exemples personnels, que cela inspire confiance. C'est le premier point. Et le deuxième est très important. La deuxième chose très importante. Car lorsque quelqu'un, nous, parle de ses grands-parents, nous, vous, moi, et tous les autres millions de citoyens russes, nous percevons cela comme une partie de nous-mêmes. Mais si mon père, si mon grand-père, arrière-grand-père était un tel héros, cela signifie que, quelque part, dans mes gènes, je l'ai aussi. Cela signifie que je peux. Et je dois aussi. C'est une chose extrêmement importante et il faut la préserver à l'échelle du pays tout entier, ainsi qu'au niveau de chaque famille. Et alors, sans aucun doute, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur, nous atteindrons le résultat et la victoire que nous souhaitons. C'est ce que je voulais dire au tout début. S'il vous plaît, nous pouvons probablement maintenant discuter de ce que vous faites. Si je le peux, je commenterai volontiers ou je répondrai à votre question. S'il vous plaît. Oui, pour m'aider à modérer la rencontre d'aujourd'hui, j'ai avec moi une conférencière de la société étudiante en première année à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, Dasha Dmitrieva. Cher Vladimir Vladimirovitch, bonjour. Oui, aujourd'hui, à notre rencontre, il y a des écoliers, des étudiants, de jeunes acteurs culturels, des conférenciers et des mentors. Mais indépendamment de l'âge et du domaine d'activité, nous sommes unis par l'amour de la patrie et le désir de préserver la mémoire des exploits de nos ancêtres et contemporains. Pour moi, ce sujet est également très proche. Pendant la Grande Guerre patriotique, mon arrière-grand-père, Konovev Grigori Ivanovitch, a personnellement éliminé 11 nazis armés lors d'un combat au corps à corps. Et quand il est parti au front, sa fille, ma grand-mère, s'est profondément endormie et en disant adieu à la gare, il a dit à sa femme « Si notre fille ouvre les yeux maintenant, je reviendrai de la guerre. » Le train est parti et ma grand-mère s'est réveillée. Et mon arrière-grand-père, après avoir traversé toute la guerre, est rentré chez lui. Il me semble que, pour étudier l'histoire de la Grande Guerre patriotique, il faut d'abord passer par les histoires familiales. Elles aident à plonger dans le cœur de chacun de nous, tout comme les œuvres culturelles. Très bientôt sortira un film dédié à la défense héroïque de la forteresse de Brest. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le producteur de ce film, l'acteur, artiste du peuple de Russie, Vladimir Mashkov, le réalisateur du film, Sergei Korotaev, et Vladislav Miller, l'interprète du rôle principal. Vladimir Lvovitch, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour Vladimir. Bonjour. Cher Vladimir Vladimirovitch, chers amis, aujourd'hui, nous allons brièvement parler du film que nous avons préparé pour l'anniversaire de notre grande victoire. Mais avant tout, je veux dire, de la part de nous tous, Vladimir Vladimirovitch, un grand merci pour l'énorme travail que vous faites pour préserver la mémoire et la vérité sur la Grande Guerre patriotique.
et pour l'attention considérable que vous portez à notre jeunesse remarquable et talentueuse. Merci beaucoup de la part de nous tous. Et nous avons essayé de faire un film sincère, honnête, captivant, en préservant les mots et l'intention de Boris Vassiliev, notre grand écrivain. Avec son œuvre, il n'était pas dans les listes. Nous espérons vraiment que les spectateurs, en regardant ce film, partageront toute la profondeur des émotions de nos héros. Et vous avez très justement dit, peut-être que chaque jeune devrait se poser la question, pourrais-je faire de même? Je pense que c'est très important. De jeunes artistes du théâtre, Oleg Tabakov, et des étudiants de notre école de théâtre ont participé au film. Ils se sont préparés avec beaucoup de dévouement, tant psychologiquement que physiquement. Ils ont regardé une énorme quantité de matériel, et cette histoire ne nous lâche pas. Et maintenant, nous préparons un spectacle qui sera combiné avec le film, où les scènes de bataille seront montrées à l'écran, ce qui est impossible à faire au théâtre. Et les artistes, en direct, joueront les scènes dramatiques, en direct. Nous attendons avec impatience la première en juin. Et maintenant, nous voulons vous montrer quelques extraits de notre film pour que vous puissiez vous faire une idée. Merci beaucoup. Hier, lorsque nous étions à Volgograd, à l'initiative d'Alexandre Ilitch Loukachenko, nous avons parlé de cela. Il m'a justement dit qu'il avait regardé ce film et vous remerciait beaucoup pour ce travail. Je vois qu'il y a de quoi. En effet, moi, quand nous avons commencé la rencontre, j'ai dit que l'information sur les jours héroïques de la Grande Guerre patriotique doivent être poignants et authentiques, véridiques, et alors elle touchera le cœur. Bien sûr, voilà, de telles œuvres d'art. Ce sont sans aucun doute des œuvres d'art. Elles servent cet objectif et fonctionnent précisément de la manière que j'ai décrite. D'autant plus que les livres de Vassiliev Ivanovitch sont bien connus. Et grâce à ces livres sont apparues des œuvres cinématographiques. Les aurores sont ici calmes, je crois. Demain était la guerre et ainsi de suite. Toute une pléiade de nos écrivains de cette époque, y compris Cholokov, ont écrit des œuvres qui constituent encore aujourd'hui une partie dorée de notre littérature. Je dois dire que tout ce que nous savons de notre histoire vient bien sûr des manuels scolaires. Cela est étudié et peut être étudié par des spécialistes, des historiens. Mais le grand public, il se familiarise avec ces événements. Grâce à la créativité de nos écrivains, cinéastes, musiciens, artistes, parce que, eh bien, maintenant nous parlons des écrivains, y compris Vassiliev, mais disons, la période de la guerre patriotique de 1812, la grande majorité sait d'une manière ou d'une autre ces événements. De Léon Tolstoï, Guerre et paix, Borodino de Lermontov, Dis-moi oncle, ce n'est pas pour rien que Moscou brûlait par le feu, et ainsi de suite. Tout le monde s'en souvient depuis l'école, et cela suscite de l'intérêt pour les événements eux-mêmes. C'est pourquoi il est extrêmement important que les artistes soient toujours proches de ces événements et nous les transmettent tout ce qui est lié aux pages héroïques de notre histoire. Il en va de même pour la musique, elle peut être la cause première ou plutôt l'impulsion pour l'étude. Eh bien, je veux dire, par exemple, la célèbre symphonie de Leningrad de Shostakovich. Après, on réalise des films à son sujet, ou plutôt sur cette musique, sur la façon dont elle est née, dans quelles circonstances, et ainsi de suite. C'est pourquoi
Il est très important que les artistes, aujourd'hui encore, dans différents domaines et genres, se tournent vers ce sujet. Bien sûr, notre vie ne se résume pas à cela. Elle est beaucoup plus diversifiée, elle est beaucoup plus riche et la palette de couleurs, je veux dire, est très variée. La partie paisible constituant aussi la vie paisible. Il y a beaucoup de choses intéressantes et importantes, oui, dont nous pouvons être fiers dans les temps anciens et dont nous sommes fiers aujourd'hui. Je suis sûr que nous en serons fiers à l'avenir, mais les choses liées aux pages héroïques sont extrêmement importantes. Comme je l'ai déjà dit, c'est sans aucun doute une composante très importante de notre monde intérieur. Et le monde intérieur de chaque personne, en particulier et de tous ensemble, en fait, c'est ce que nous appelons la Russie. Parce que la Russie, ce sont les gens et pas seulement un territoire. Merci beaucoup. Nous allons certainement regarder ce film en entier. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Artem Gilayev. Il représente la dynastie des guides du musée scolaire de la ville d'Ivanovo. Une dynastie de guides. Et vos parents, votre mère et votre père s'occupent de cela? Je vais vous expliquer. Bonsoir Vladimir Vladimirovitch. Je m'appelle Artem Gilayev, je suis représentant du conseil des enfants du musée scolaire de la Victoire de la ville d'Ivanovo. Dans notre école numéro 29, un musée a été ouvert en 1967, l'escadrille Normandie-Niemen. Elle contient les effets personnels des pilotes français de l'escadrille elle-même. Des objets, des pièces du 18e régiment de chasse, de la garde, et en tout, notre musée compte plus de 2500 pièces. De plus, le 19 mai, nous ouvrirons une exposition temporaire dédiée aux effets personnels de Georgi Zhukov. Je suis moi-même un représentant de la dynastie Geliaev. Mon oncle était guide touristique il y a plus de 35 ans, et mon grand-père Sergueï était guide touristique il y a plus de 50 ans. Je vous propose une telle initiative. Développer un programme à l'échelle nationale pour soutenir l'activité de conservation, la création de musées scolaires dans les écoles. Et les meilleurs musées pourraient présenter leurs expositions, voire peut-être des expositions entières sur des plateformes régionales, comme s'il s'agissait de musées régionaux d'histoire locale ou de plateformes multimédia. Russie, mon histoire ou le musée de la Victoire. Nous serions très reconnaissants pour l'approbation de cette initiative et le soutien. Merci. Merci à vous pour votre travail et à vous fermer les gens. Je veux dire que les musées scolaires sont en fait une vieille tradition en Russie. Je crois que le premier musée scolaire est apparu quelque part en Sibérie, à Irkoutsk, au XVIIIe siècle. C'était en 1700, une certaine année, je ne me souviens plus exactement. Une tradition avec des racines historiques. Et c'est très important, sans aucun doute, il faut soutenir cela, parce que, et je demanderai à mes collègues du gouvernement de faire tout leur possible pour vous aider, ainsi qu'à des personnes comme vous qui s'occupent de ce type d'activité. Il est très important de synthétiser et de faire ces synthèses à partir de choses concrètes qui sont liées à la petite patrie, avec la ville, le village, la République, la région, et ainsi de suite, avec la province, parce que cela rend notre histoire commune plus visible et concrète et compréhensible pour chaque personne vivant dans une localité spécifique. Donc, c'est vraiment génial. Je tiens à vous féliciter pour ce choix, cette découverte, et nous ferons tout pour vous aider. D'ailleurs, vous avez mentionné que, initialement en 1967, oui, le début du travail est lié à Normandie-Niemen. C'est curieux, car regardez, je vais essayer de faire un lien, c'est lié à la Normandie. Niemen. Probablement la grande majorité sait ce que c'est. Ainsi, les patriotes français pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la défaite de la France, ont déménagé en Union soviétique et ont combattu avec nous et ont ainsi nommé leur escadrille de combat, Normandie-Niemen. Une partie des patriotes français a combattu dans les unités de partisans appelées maquis.
et une partie sur les fronts de la Grande Guerre patriotique avec nos combattants. Il y avait aussi d'autres personnes en Europe, en France même. Il y avait un certain maréchal Pétain, lequel, en principe, a accepté que sa patrie soit vaincue et a pratiquement collaboré avec l'Allemagne hitlérienne, formant des unités qui ont combattu à Stalingrad, puis et ainsi de suite dans d'autres endroits. Nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant, car c'est une page complexe de l'histoire de la France, et certains pensaient qu'il avait bien fait pour préserver les Français comme peuple, l'ethnie en tant que nation. D'autres l'ont appelé traître. Eh bien, après la guerre, il a été traité comme un traître. Mais nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui partageaient et partagent encore aujourd'hui nos principes et valeurs ET, les gens qui sont avec nous. Et aujourd'hui, une partie, certains citoyens de la République française, avec nos combattants dans la zone de l'opération militaire spéciale, combattent côte à côte. Et ils ont nommé leur unité comme leur grand-père et arrière-grand-père, Normandie-Niemen. Vladimir, vous avez parlé des moyens de transmettre l'information. Nous comprenons à quel point il est important que les jeunes partagent entre eux des faits de l'histoire de notre pays. Je veux passer la parole à Victoria Agapova, lauréate du projet Gardien de l'Histoire et blogueuse. Vladimir, bonjour. Je m'appelle Victoria Agapova de la ville de Tambov. Je suis double lauréate du concours national Grande Transformation. Appel, souviens-toi, et auteur d'un blog historique dédié aux événements et héros de la Grande Guerre patriotique. Mon arrière-grand-père Boldirev, Alexandre Ivanovitch, était héros de l'Union soviétique. Il a défendu notre pays contre les Allemands, en Ukraine et en Biélorussie. Il était non seulement un soldat courageux, mais aussi ingénieux. Un jour, Alexandre Ivanovitch a sauvé un véhicule blindé endommagé de ses camarades de combat en utilisant une méthode très peu conventionnelle. Il a fabriqué un mannequin avec sa combinaison sur lequel les Allemands ont ouvert le feu. À cet instant, Alexandre Ivanovitch s'est précipité vers le véhicule endommagé et l'a ramené vers ses lignes, sauvant ainsi ses amis. Et il y a eu un nombre assez important de tels exploits sur le chemin de mon arrière-grand-père. Ce sont précisément ces exploits qui m'ont inspiré à créer une communauté patriotique où je parle à la jeune génération des héros de guerre et de leurs réalisations. Je comprends qu'il est nécessaire de raconter à la génération montante la guerre et les faits historiques dans un langage qui leur est accessible, pour qu'ils comprennent et trouvent cela intéressant. Mais pour moi, c'est actuellement la plus grande difficulté. À votre avis, comment devrions-nous raconter à la jeune génération de notre pays la guerre, les faits historiques, l'histoire de nos ancêtres, pour les intéresser à l'étude de l'histoire? Vika, comment as-tu découvert cette histoire sur ton arrière-grand-père? La famille. Vraiment. Ma mère m'a raconté parce que mon arrière-grand-père a vécu jusqu'à l'époque où ma mère est née et elle racontait comment il venait au village. Oui, son grand-père. Oui. Vous voyez, comme ça. Eh bien, nous en avons déjà parlé. J'ai déjà mentionné qu'il est très important que cette information soit transmise d'une génération à l'autre dans la famille. Vous voyez, vous venez de dire « ma mère m'a raconté ». Vous aimez votre mère, elle vous aime, il n'y a aucun doute là-dessus, cela se voit tout de suite, et vous lui faites confiance. Ma mère m'a raconté un peu, très peu, aussi sur certains épisodes de l'époque de la guerre. Eh bien, tout le monde le sait bien. Ils ont à peine survécu, j'en ai déjà parlé pendant le blocus, et à l'époque où mon père combattait au front. Et ils ont perdu un petit enfant là-bas. Et donc, quand des personnes en qui vous avez une confiance totale parlent, cela touche évidemment le cœur, comme je l'ai dit, et suscite le désir de faire quelque chose soi-même pour consolider ses connaissances, ancrer cette information importante et la transmettre plus loin. C'est pourquoi la manière la plus sûre est ce qui se passe dans nos familles lorsque cela
passe des parents aux enfants, des enfants à leurs enfants, et ainsi de suite. À travers les générations. À travers les générations, tout à fait. C'est la chose la plus importante, la véracité, l'authenticité de l'information. Et bien sûr, la manière de transmettre cette information est également importante. Mes proches m'ont transmis une lettre de mon grand-père qu'il écrivait, j'en ai déjà parlé publiquement, voilà, pendant la guerre à son fils, qui était dans l'armée active. Voilà. Tout d'abord, il écrivait avec des fautes. C'était un homme de la campagne, un paysan. Il y avait 10 fautes dans chaque phrase. Mais ce qui m'a touché, vous comprenez, c'est qu'il s'adresse à son fils en le vouvoyant. Cher Ivan Ivanovitch, et ensuite il raconte comment sa femme, c'est-à-dire la mère de son fils, est morte. Il y avait une fusillade, elle a été touchée par une balle dans le ventre et elle est morte dans ses bras, dans les bras du grand-père. Et quand elle mourait, elle a dit, vous savez, elle en a aussi parlé. Je le répète encore une fois, parce que c'est très important. C'est une caractéristique de beaucoup de nos gens, indépendamment même de la nationalité. Simplement des gens russes, y compris des Russes. Elle comprend qu'elle est en train de mourir et elle lui dit, il écrit tout cela dans une lettre, ne pleure pas, ne me contrarie pas. En mourant, elle pense à lui. Vous vous rendez compte? C'est tout simplement incroyable. Eh bien, incroyable. Voilà. Et à la fin, la conclusion. Frappe ces salauds. Eh bien, vous comprenez quelle était la motivation? Donc, il s'adresse à son fils, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions domestiques liées à la gestion du foyer, etc., qui ne sont pas essentielles dans ce cas, mais en général, quand on prend de telles choses dans la famille, voilà, j'ai pris, j'ai lu, vous comprenez, je suis un adulte, j'ai étudié à l'école, à l'université, j'ai travaillé dans les services spéciaux, dans le renseignement pendant presque 20 ans. Il semble que je sois une personne informée. Il me semblait que je savais tout. Mais quand j'ai pris la lettre et commencé à lire, j'ai commencé à voir les événements de l'époque différemment. J'ai comme réalisé la trame des événements de l'époque, compris comment les gens vivaient, de quoi ils vivaient, comment ils ressentaient, de quoi ils parlaient. Et voilà, cette vérité intemporelle, c'est ça. Le plus important, c'est cela qu'il faut transmettre. Bien sûr, c'est très important. Si l'on parle de moyens de diffusion de l'information au sens large, c'est très important que cela soit, que ce travail soit talentueux. Ainsi, par exemple, comme un film, dont nous avons vu un extrait, une œuvre d'art musical, d'art visuel. Et comment comment nous faisons de la même manière que dans votre famille, chez moi tout se passe de la même façon, comme chez tout le monde. Merci beaucoup. Oui, en effet, nous ressentons un lien particulier avec le passé grâce à nos ancêtres, leurs souvenirs, ce qui nous reste d'eux. Mais ceux qui ressentent un lien particulier avec le passé militaire sont ceux qui défendent et ont défendu la patrie. Le lieutenant principal de la garde, adjoint au commandant de compagnie, Sergueï Lobanov, est non seulement un défenseur de la patrie, mais aussi membre de l'Union des écrivains de Russie et poète. Camarade commandant en chef suprême, je vous salue. C'est pour moi un grand honneur et une joie d'assister à cette rencontre. Nous venons de regarder un extrait d'un film basé sur le récit de Boris Vassiliev. Je suis sûr qu'aucun de nous n'est resté indifférent. Et pourquoi cela? Parce que cette œuvre contient la vérité. La véritable vérité des tranchées, celle des soldats qu'on ne peut inventer. Il faut la vivre en participant directement au combat. Vous savez, le poète de l'époque, Sergueï Orlov, a écrit très précisément à ce sujet. Des vers comme « J'ai porté dans mes bras des lignes imprégnées de poudre à canon sous le feu ennemi. » Il est très réjouissant que cette vérité soit également présente dans les œuvres d'écrivains contemporains, tels que le héros de la Russie, Maxime Bakarev, Oleg Kroï, Alexei Preznokov, Alexei Shorokov et bien d'autres encore. Ce n'est qu'une partie des noms de cette grande couche de personnes créatives et talentueuses qui
naissent en cette période difficile et complexe pour la Russie. Camarades commandants suprêmes, nous sommes prêts à accomplir toutes les tâches que vous nous confiez, non seulement sur le front, où l'on obtient ce que l'on souhaite par les armes, mais aussi sur le front culturel. À partir de cela, je vous demande d'envisager la possibilité de créer un programme de développement pour les participants et les vétérans de l'opération militaire spéciale dans le domaine de la culture et de l'art. Merci. Merci beaucoup pour ce que vous faites et avez fait dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Et maintenant, pour votre créativité, combien y a-t-il eu de tels cas pendant la Grande Guerre patriotique? Oui, la direction soviétique d'ailleurs s'efforçait de protéger nos artistes. Ils les envoyaient en évacuation et ainsi de suite. Eh bien, tout le monde le sait bien. Beaucoup, néanmoins, partaient eux-mêmes volontairement au front et mouraient. Des gens très jeunes. Certains d'entre eux ont écrit une ou deux œuvres durant toute leur vie. Et alors, on les lit, on se familiarise avec eux. Certaines sont devenues des chansons populaires. Voilà, des paroles populaires. En réalité, elles ont des auteurs, mais malheureusement, ils disparaissaient, mouraient sur les fronts. Parce que les acteurs culturels font aussi partie de notre peuple qui vivent avec le peuple, luttent avec le peuple et obtiennent des victoires avec le peuple et contribuent à l'obtention de ces victoires parce que la création, elle inspire les gens. Combien de merveilleuses chansons sont nées pendant la Grande Guerre patriotique, des chansons que nous chantons encore aujourd'hui et nous le faisons avec plaisir. Et des films, des œuvres de peinture, de la musique et ainsi de suite. Vous savez, eh bien, tout cela est né parce que les personnes créatives étaient confrontées à des situations absolument uniques dans la vie. Et cela les incitait à s'exprimer, à écrire ou à composer de la musique. Je pense que chacun connaît traverser, traverser, rive gauche, rive droite, neige rugueuse, bord de glace. Et voilà, et les mots là-bas. À qui la gloire et à qui l'eau sombre. Et tout de suite, boum, des images naissent dans la tête. C'est tellement important. Et donc, bien sûr, nous ferons tout pour soutenir des personnes comme vous. Excusez-moi de le dire, des gars comme vous, talentueux, jeunes, déterminés à aider le pays, à aider les gens qui sont à nos côtés, eux, qui, non seulement avec des armes, mais aussi avec leur talent, rapprochons la victoire. Merci. Nous y réfléchirons certainement. D'accord? Merci, camarade commandant en chef suprême. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, je veux passer la parole à un autre jeune talent, mon collègue, conférencier, avec qui nous avons un jour participé côte à côte au concours de connaissances lecteur, Mikhail Domanin. Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch. Je m'appelle Mikhail Domanin, j'ai 17 ans et je viens de Tcheliabinsk. Je suis aussi conférencier, comme l'a mentionné précédemment Daria. Je me suis passionné pour l'histoire en deuxième année lorsque je suis tombé par hasard sur une série de films sur la Grande Guerre patriotique, la Grande Guerre sur Internet. Je racontais cela avec plaisir à mes camarades, même aux plus âgés. Une découverte encore plus grande pour moi a eu lieu lorsque j'ai appris l'existence du concours de connaissances lecteur. J'ai réussi le concours, j'ai préparé ma première conférence et maintenant j'ai un mentor, Nassas, parmi les conférenciers de connaissances, Stanislav Amanov. Il est aussi historien et vous savez, nous communiquons avec lui comme des collègues. Je suis aussi fier d'être conférencier. Je suis fier de suivre fidèlement les préceptes de Sergueï Ivanovitch. Mais, à mon avis, la majeure partie du travail des conférenciers reste toujours en coulisses. Car derrière chaque conférence, en réalité, il y a des heures de véritable préparation et une passion sincère pour le travail de l'éducateur. Et voici à quoi j'ai pensé. On peut comparer un conférencier à un donneur. Mais si un donneur sauve des vies physiquement, un conférencier le fait au niveau mental. Il sauve notre esprit, comme vous l'avez noté, apporte des connaissances à notre cœur, les intègre dans notre âme
À mon avis, il est important de reconnaître les personnes qui réussissent énormément dans ce domaine. Mais au niveau national, il n'existe pas encore de récompense qui reflète un tel travail. Dites-moi, dans quelle mesure est-il possible qu'un titre ou une récompense pour les porteurs de véritables connaissances apparaissent? Par exemple, éducateur émérite? Merci. Bonne idée. Je n'ai rien à ajouter. Nous avons beaucoup de mérite dans le bâtiment, des personnalités éminentes dans ce domaine, tel. Mais c'est un domaine d'activité très important. Donc, comme je l'ai déjà dit, 30 000 personnes qui travaillent actuellement uniquement dans le système de la société Znani. Oui, en réalité, beaucoup plus. Vous avez mentionné votre mentor. Dites encore une fois, qui est-ce? Stanislav Romanov. Il est historien. Quel âge a-t-il? Eh bien, approximativement, comme disait Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, pas encore à la grâce, alors qu'il soit aussi à l'amour en retraite. Oui, mais c'est déjà un adulte et un historien. Avez-vous remarqué ce que vous avez dit, non? Quand vous parliez de vous, vous avez dit « il est aussi historien ». Cela m'a beaucoup réjoui parce que vous vous considérez. Et quel âge avez-vous? 17. 17. Vous voyez, vous êtes encore très jeune, mais vous vous considérez comme un historien. Je ne veux pas évaluer vos connaissances, vos réalisations dans cette science très importante pour le moment, mais le fait que vous vous considériez comme un historien, c'est déjà formidable. C'est déjà une victoire pour votre mentor. C'est formidable. Et j'espère que vous continuerez à vous intéresser au minimum à ce domaine d'activité, ce domaine de la science, et que vous apporterez votre contribution au développement de l'histoire. L'histoire, c'est une science qui ne concerne pas le passé, c'est une science de l'avenir. C'est un élément très important de notre vie. Je veux donc vous souhaiter du succès. Merci pour l'idée. Nous essaierons de la réaliser. Merci. Nos compatriotes à l'étranger ressentent aujourd'hui plus que jamais la nécessité de préserver la vérité historique. Je voudrais passer la parole à la coordinatrice du mouvement Régiment Immortel en Espagne, Victoria Samoilova, l'une de celles qui n'ont pas eu peur de défendre leur pays. Victoria. Bonjour Vladimir Vladimirovitch. Victoria Samoilova, coordinatrice du Régiment Immortel. Buenos dias, oui, c'est correct. Droite. En Espagne. Oh, excusez-moi, je suis nerveuse. Ces dernières années, notre régiment immortel en Espagne est vraiment devenu l'un des plus grands d'Europe. En fait, le mouvement international du régiment immortel a vu le jour en 2013 et l'initiative a très rapidement commencé à se répandre dans le monde car les gens y ressentent une unité et un rappel du passé historique commun dans lequel a eu lieu cette grande victoire contre le nazisme. Ces dernières années, nos coordinateurs rencontrent d'énormes obstacles. Mais, malgré tout, grâce à leur courage, leur bravoure, les régiments immortels se déroulent dans le monde entier et sous différents formats. Et souvent, cela devient possible, notamment grâce aux habitants locaux. Par exemple, en Espagne, l'année dernière, dans l'une des villes, une demande pour organiser l'événement a été refusée et les Espagnols ont rapidement organisé une parade de motos en leur nom. Et de cette manière, nous avons pu porter et présenter les portraits de nos héros, y compris ceux des Espagnols qui ont combattu dans les rangs de l'Armée rouge et le drapeau de la victoire, bien sûr. Début avril, ici, au Musée de la Victoire, nous avons rencontré les coordinateurs du régiment immortel de 52 pays et avons planifié une célébration à grande échelle de l'événement dans le monde entier, dans plus de 100 pays. Nous continuerons à faire tous les efforts possibles pour préserver la mémoire historique. Cher Vladimir Vladimirovitch, nos coordinateurs rêvent de vous rencontrer, de vous parler de leurs activités. Elle n'est pas simple, surtout ces dernières années. Et vous, remerciez personnellement pour votre soutien dans la préservation de la justice et de la vérité historique. J'espère vraiment qu'une telle rencontre aura lieu. Tout d'abord, Victoria, je tiens à vous remercier de consacrer votre temps et même de vous battre pour promouvoir ce que vous
considérez comme juste ce qui constitue vos convictions, votre monde intérieur, à savoir des connaissances objectives sur la Seconde Guerre mondiale en Europe. Vous vivez Espagne? Oui. Voilà. Asseyez-vous, s'il vous plaît. En Espagne et en Europe en général, il y a beaucoup de gens qui partagent notre position. Beaucoup. Certains se taisent, d'autres déclarent quelque chose. Très discrètement, pour ne pas être trop entendus. Il y a peu de gens, bien sûr, qui, sous la pression des autorités officielles, ont l'audace d'exprimer leur point de vue, et même, non seulement de l'exprimer, mais de montrer qu'ils ont leur propre point de vue. Cela se produit pour de nombreuses raisons. Voici la situation qui s'est créée actuellement dans les pays européens. Nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant, cela nécessiterait une rencontre séparée. Je peux en parler longuement. Je veux juste dire que, comme je l'ai déjà mentionné en ce qui concerne la France, je le répète, il y avait là-bas une figure comme le maréchal Pétain, mais il y en avait d'autres, comme le général de Gaulle. Bien que le maréchal ait été un héros de la Première Guerre mondiale, en ce qui concerne la situation qui s'est développée après la défaite de la France, il s'est comporté différemment. Eh bien, il a pratiquement transformé une partie de la France en satellite de l'Allemagne nazie, mais il y avait aussi ceux qui, bien que n'étant pas maréchal comme le général de Gaulle, ont créé le mouvement France Libre qui a mis en place toutes les conditions pour la lutte. La même chose s'est produite en Espagne. Nous connaissons très bien la période des années 30, lorsque le peuple espagnol luttait contre l'arrivée au pouvoir de la dictature fasciste. Nous savons très bien comment tout a commencé, avec le célèbre message à la radio sur toute l'Espagne, un ciel sans nuages. Un coup d'État nazi a commencé, mais de nombreux patriotes espagnols ont alors combattu, et l'Union soviétique aidait à lutter contre le nazisme en Espagne. La situation actuelle est encore plus complexe qu'à l'époque. À l'époque, tout était plus clairement blanc et noir, ou brun, disons, bon, rouge et brun. Ah, cela peut être plus compliqué maintenant, mais il est d'autant plus important que des personnes comme vous comprennent, premièrement, les événements en cours, et deuxièmement, aient le courage et la bravoure de le déclarer clairement. Et je n'ai aucun doute que tôt ou tard, nos relations avec l'Europe seront rétablies. C'est sans aucun doute, y compris en s'appuyant sur des personnes comme vous et sur des personnes qui sont nées et ont grandi en Espagne. Et certains d'entre eux, des Espagnols, sont nés et ont grandi en Union soviétique. Ce sont les enfants de ces familles qui, pendant la guerre civile, se sont installées en Union soviétique. Là-bas, nous avons sur qui nous appuyer. Mais il est très important que même en ce moment très difficile, il y ait, je le répète, des personnes comme vous qui ont le courage de déclarer leur position sur les événements actuels. Et, de plus, mieux que d'évaluer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la rencontre, nous le ferons avec plaisir. Il suffit de choisir le moment, le format, et de transmettre les meilleurs vœux à tous ceux qui, avec vous, s'occupent de cette noble tâche, de défendre la vérité sur la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup. Vladimir Vladimirovitch. Parmi nous, il y a des jeunes dont la vie a beaucoup changé après le retour de leur région d'origine dans notre État. Je veux passer la parole à Olga Pachintseva, activiste du mouvement des premiers de la République populaire de Donetsk. Bonjour, je m'appelle Olga Pachintseva, j'ai 17 ans, je viens de la ville de Torres, dans la République populaire de Donetsk. Je suis bénévole, guide du musée scolaire de la gloire militaire. Vladimir Vladimirovitch, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Après la réunification avec la Russie, notre vie, la vie des jeunes, a considérablement changé.
De nouvelles opportunités sont devenues accessibles, divers projets, voyages et rencontres avec des jeunes de tout le pays. J'ai déjà eu l'occasion de visiter Artec, Smena et de participer au projet phare du mouvement des premiers. De plus, après la réunification, grâce aux régions marraines, les villes et les écoles ont été transformées. De plus, dans chaque école, il y a des espaces thématiques où les jeunes peuvent en apprendre davantage sur les organisations publiques, les concours, les projets, et grâce au QR code, s'y inscrire immédiatement. Mais en discutant avec des jeunes d'autres régions, j'ai malheureusement découvert que ces espaces thématiques ne sont pas présents dans toutes les métro-écoles. Et je pense que ce serait formidable que de tels espaces apparaissent dans toutes les écoles de Russie. Olia, tout d'abord, asseyez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de travailler dans le musée de l'école. C'est la première chose. J'espère que vous n'êtes pas seul là-bas. Il y a sûrement vos pères, vos camarades de classe, vos amis d'école. C'est très important car vous, A, vous engagez dans une bonne cause et B, vous aidez vos autres pairs à obtenir les informations nécessaires. C'est très important pour nos soi-disant régions historiques, enfin nouvelles, parce que vous êtes encore très jeunes. Mais néanmoins, tout cela est sûrement encore présent dans votre mémoire. Ce qui s'est passé lorsque ce régime est arrivé au pouvoir, celui qui gouverne encore à Kiev, et comment ont été imposées des choses de nature nationaliste. Le nationalisme, c'est la première étape vers le nazisme, c'est le premier pas, le nationalisme. Voilà que, parce que le nationalisme est basé sur non seulement l'amour pour les membres de son ethnie, mais sur la haine des autres. Voilà en quoi consiste le nationalisme. Le patriotisme, c'est tout autre chose. Aimer sa patrie ne signifie pas haïr les autres, et le nationalisme est alimenté précisément par cela. La haine envers d'autres pays et d'autres peuples. Et notre tâche, à vous et à moi, est d'éduquer nous-mêmes et le monde qui nous entoure dans l'amour, les uns pour les autres. Précisément dans l'amour les uns pour les autres. C'est là le fondement de l'univers. Même si nous voyons que quelque chose se passe à côté de nous, qui nécessite notre évaluation, il faut le faire avant tout de la manière la plus objective possible, en se basant non pas sur des phobies, mais sur des faits réels. Et lorsque vous présentez ces faits dans le musée scolaire, lorsque vous les systématisez, et les présentez de manière compétente et élégante, non seulement à l'aide de dessins et de documents, ce qui est très important. Il est important que l'information soit objective, mais peut-être aussi en utilisant certains moyens modernes de transmission de l'information, afin que cela soit intéressant pour vos camarades de classe, vos compagnons d'école. Voilà. C'est alors que vous atteindrez l'effet maximal. En ce qui concerne ces espaces dont vous avez parlé, je suis entièrement d'accord avec vous. Ici, il est très important que tout soit visible, à portée de vue. Et en effet, mais là où c'est possible, probablement pas encore partout, y compris dans la République populaire de Donetsk, à Louhansk, dans la région de Zaporijia, ou à Kherson, mais là où c'est possible, bien sûr, il faut le faire. Mais pas seulement ici, mais dans tout le pays. Dans tout le pays, bien sûr, ces espaces doivent être utilisés avec le maximum d'avantages, tant du point de vue de l'éducation patriotique que du simple point de vue de la transmission d'informations utiles aux personnes qui vivent dans cet espace, qui y passent une grande partie de leur vie. Les écoliers passent aujourd'hui la majeure partie de leur temps à l'école, surtout si l'on prend en compte les activités extrascolaires. Ils y passent donc la plus grande partie de la journée. C'est donc très important. Je vais certainement en parler avec le ministre de l'Éducation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour l'idée. Vladimir Vladimirovitch, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont partagé des histoires de leurs ancêtres sur les représentants de leur lignée. Et dans notre pays, il y a des gens pour qui les notions de famille et de patrie ont une racine commune, non par hasard. Je veux passer la parole à Elena Vinogradova, représentante du comité des familles des guerriers de la patrie.
Bonjour Vladimir Vladimirovitch. Aujourd'hui, tant d'histoires sur nos ancêtres ont été racontées, comme elles ressemblent aux histoires de nos maris et de nos fils. Le Comité des familles des guerriers de la patrie accorde une grande attention à l'éducation patriotique. Nous sommes une nation de vainqueurs. On a essayé pendant tant d'années de nous faire croire que notre grande victoire est un mérite du passé. Oui. Et ensuite, nous avons même entendu dire que la victoire n'était pas la nôtre. Qui nous raconte cela? Une nation de perdants pendant toute cette période, perdants sur tous les fronts. Et nous voyons ce qui s'y passe. Et même, grâce à cela, nous, mères et épouses, bien que cela soit parfois difficile pour nous, comprenons l'importance, la signification et l'opportunité de mener une opération militaire spéciale. Dans ma famille, il y a aussi des héros. L'un d'eux est Romanov Nikolaï Romanovitch, mon grand-père, participant à la Grande Guerre patriotique. 18, distinction. Il a reçu la première à 18 ans, la médaille pour bravoure. Mon grand-père a vécu une longue et heureuse vie et a écrit de sa propre main une biographie d'encouragement pour ses arrière-petits-enfants. Il y a des lignes comme celle-ci. « Cher arrière-petit-fils, sois digne de la mémoire de ton grand-père Nikolaï Romanov. Garde et protège l'honneur et la dignité de notre lignée. Mon fils suit les préceptes de son arrière-grand-père. Il est participant à une opération militaire spéciale. Comme son grand-père, il est artilleur. Il accomplit des missions de combat depuis l'année 22 dans la direction de Zaporizhia. En regardant le lien entre les générations, un projet est né dans notre famille. Il s'appelle « Je me souviens de ton exploit, cher. Grand-père est derrière moi ». Ce projet est déjà devenu une action populaire et des milliers de familles de tous les coins de notre pays ont partagé leurs histoires. J'ai pris un échantillon avec moi, juste pour montrer. Vladimir Vladimirovitch, voici. Maintenant, le fait est que pour nous, les familles des guerriers de la patrie, il est très important qu'ils se développent, qu'ils soient diffusés dans les établissements éducatifs, les formats télévisés, parce que nous ferons tout pour que nos futures générations ne deviennent pas des Ivan qui ne se souviennent pas de leurs racines, comme cela se passe là-bas maintenant. Ils ont tout oublié, et leur lignée, et leur grand-père héroïque. Voilà, donc, soutenez notre projet. Bien sûr, je vais dire 2 mots maintenant. Oui, d'accord, merci, laissez-le. Donc, ce que je voudrais dire, eh bien, ce dont vous venez de parler est très important. Et j'ai aussi déjà mentionné cela au cours de notre rencontre. Mais ce lien, le lien entre les générations, il a une importance fondamentale. C'est très important ce que nous ressentons. Encore une fois, dites commencer avec le grand-père derrière. Comment ça sonne? Je me souviens de ton exploit, mon cher. Mon grand-père est derrière moi. Et nous avons vu, excusez-moi, à l'écran, vous avez vu derrière ce combattant se tenaient ses camarades. Et derrière nous se tiennent nos grands-pères, qui continuent la lutte contre le nazisme dans les mêmes rangs. Exactement, absolument. Très bonne idée et le projet est remarquable. Nous soutiendrons certainement. Je vais voir comment le faire. Par quels moyens, où, quoi, comment. Mais certainement parce que, eh bien, cette vitalité a une importance fondamentale. Et ce travail, dans un tel format, en règle générale, apporte le maximum de résultats. Maintenant, à propos de ce que vous avez dit, qu'ils essaient de déformer l'histoire de la nation, des nations vaincues. Si vous permettez, je dirai 2 mots à ce sujet. Voilà. La jeune fille Véronique. Oui, Victoria. Oui, Victoria d'Espagne. Ici, nous parlions de la France. On peut parler d'autres pays. On entend constamment. On entend l'Allemagne. Vous savez, à l'époque, avant la Grande Guerre patriotique, avant la Seconde Guerre mondiale, nous avions
de très bonnes relations avec l'Allemagne. Mais tout cela avait un caractère idéologique. Mais le Parti communiste allemand était l'une des forces politiques les plus puissantes en Allemagne après la Première Guerre mondiale et la République de Weimar, ensuite et en général. Et ils avaient des liens très solides avec l'Union soviétique. Eh bien, ils ont été les premières victimes du nazisme. Et ensuite, pendant de nombreuses années, pendant la Grande Guerre patriotique, nous avons eu un soutien stable. Stable sur ces forces, qui ont été bien sûr détruites et en grande partie anéanties. Voici le groupe bien connu sur lequel notre renseignement s'appuyait, à savoir la Capella Rouge. Ces représentants travaillaient dans tous les organes de l'Allemagne nazie, même dans la Gestapo. Ce sont des personnes qui, comme l'a écrit un historien, servaient sans réserve leur patrie idéologique, l'Union soviétique. Et quand la guerre a commencé, eh bien, bien sûr, tout était si tendu et tout était sur le fil de la survie du pays et de la nation, ou des nations qui composaient alors l'Union soviétique, que bien sûr d'autres slogans durs sont apparus, y compris sur les affiches « Tue l'Allemand », directement sur les affiches, partout, parce que tout est devenu si dur que cela a exigé une telle dureté dans la propagande. Aujourd'hui, bien sûr, quand nous voyons en Ukraine des chars avec des croix de fabrication allemande, bien sûr, certaines associations surgissent. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. Mais je voudrais, bien sûr, ce que vous avez dit, c'est vrai. Ce sont les nations vaincues qui essaient de nous imposer quelque chose et de déformer. Je vais maintenant expliquer pourquoi. Je pense que c'est déjà clair pour tout le monde, néanmoins. Et nous sommes, sans aucun doute, une nation de vainqueurs. Une nation au sens large du terme. Quand je dis nation, je veux dire tous les peuples, toutes les ethnies de l'ex-Union soviétique et de la Russie, bien sûr. Mais je parlerai aussi de la génération des vainqueurs et de l'international des vainqueurs. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cet international. Nous devons travailler avec les personnes qui, en Europe et en Amérique du Nord, pensent comme nous. Il y en a beaucoup. Et nous devons unir nos efforts. Mais bien sûr, le pilier, la base ou le fondement de la victoire repose avant tout sur les exploits de notre peuple. Et nous, en tant que Russes, Tatars, Juifs, je ne sais pas, Mordves, peu importe, Tchétchènes, Daguestanais, nous devons avant tout, bien sûr, parler de cela. Voilà. Et pourquoi est-ce ainsi? Quelqu'un d'un autre international, de l'international brun, soutient avec insistance le néo-nazisme et tente, dans ce cas en Ukraine et chez nous, d'effacer la mémoire des exploits de notre peuple, des exploits de nos ancêtres, de nos grands-pères et arrière-grands-pères. Pourquoi? Parce que cet effacement de la mémoire historique nous dissout nous-mêmes. Cela nous fait perdre notre identité et donc notre cohésion intérieure et notre force. L'unité de notre peuple. Un peuple sans passé n'a pas d'avenir. Et cette tentative de nous dissoudre tous dans un état amorphe n'est pas fortuite. C'est un travail délibéré contre, dans ce cas, notre pays, contre la Russie et contre les peuples de la Fédération de Russie. Et votre travail et votre projet visent sans aucun doute à contrer ces attaques, mais au contraire, à renforcer notre unité, notre conscience de soi, notre identité, et donc notre souveraineté intérieure. Nous soutiendrons certainement votre projet. Merci beaucoup.
La majeure partie de la vérité historique est conservée dans les archives. Je veux passer la parole à Artem Beloglazov, un historien professionnel qui travaille habilement avec les documents d'archives. Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Je m'appelle Artem Beloglazov. Je suis historien. Je me consacre à l'expertise historico-archivistique et je participe depuis longtemps au projet Sans délai de prescription. Je suis préoccupé par une question très importante, le problème de la reconnaissance du génocide du peuple soviétique au niveau international. Dans notre pays, 34 procès ont eu lieu qui ont reconnu les crimes des nazis sur le territoire occupé de l'URSS comme un génocide du peuple soviétique. Un grand nombre de documents ont été déclassifiés, confirmant le caractère monstrueux de la guerre menée contre nous par l'Allemagne nazie. Cependant, très souvent au niveau international, on peut entendre que l'extermination systématique de nos compatriotes n'est pas considérée comme un génocide. Par exemple, le blocus de Leningrad, un acte de génocide planifié par les Allemands, au cours duquel plus d'1 million de citoyens soviétiques ont péri, principalement de faim, est traduit en langue étrangère comme un siège de la ville, ce qui dénature fondamentalement la nature de ce crime. Avec mes collègues du Centre national de la mémoire historique, nous avons préparé une exposition intitulée « Le blocus de Leningrad ». Le génocide du peuple soviétique pendant la Grande Guerre patriotique, où nous avons appelé les choses par leur nom. Elle a été exposée à Moscou, à Saint-Pétersbourg, sur le site du cimetière Piskarevskoye, ainsi qu'au niveau international, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, et elle sera ouverte à Genève, pour montrer ce que nos compatriotes ont réellement traversé. Vladimir Vladimirovitch, pourriez-vous nous dire comment vous répondez aux tentatives d'autres pays de réécrire l'histoire de la Grande Guerre patriotique et comment, au niveau de la jeune génération, contrer la falsification de l'histoire, ainsi que quelles perspectives voyez-vous pour la reconnaissance du génocide du peuple soviétique au niveau international? Tout d'abord, nous nous appuyons sur les décisions et les conclusions du procès de Nuremberg. Là-bas, tout est essentiellement appelé par son nom. Ils essaient d'oublier cela, de le faire taire, de le dissimuler. Eh bien, au niveau officiel de nos organes de pouvoir, du ministère des Affaires étrangères, ce travail est mené en permanence. Mais, vous savez, cela peut et aura certainement du succès uniquement si des personnes comme vous, ceux qui se sont réunis ici aujourd'hui, et vos sympathisants à travers le pays, soulèvent constamment ces questions. Et ce n'est pas un travail vain, ce n'est pas une recherche d'ennemis dans le passé. C'est une façon de transmettre à nous-mêmes et à nos gens et au monde entier les réalités des événements qui se sont déroulés à l'époque. Parce que ces réalités expliquent en grande partie notre comportement aujourd'hui. C'est très important. Cela a une signification pratique. Je peux vous le dire avec certitude parce que nous entendons, et j'entends parfois de la part de mes collègues étrangers, même ceux qui, pour le dire gentiment, ne sympathisent pas avec ce que nous faisons pour défendre nos intérêts. Ils disent, eh bien oui, bien sûr, l'Union soviétique et le peuple soviétique ont tant souffert. Eh bien, bien sûr, vous avez le droit de penser à la protection de vos intérêts et à assurer votre sécurité aujourd'hui et pour une longue perspective historique. Cela a une importance pratique. C'est pourquoi nous allons nous en occuper tant au niveau de l'État que des organisations publiques, en soutenant des projets comme ceux dont nous venons de parler, et tous ceux dont nous parlons ici avec vous. Ensemble, seulement ensemble, nous atteindrons le résultat souhaité. Nous allons travailler. Merci. Oui. Vladimir Vladimirovitch, nous voyons qu'aujourd'hui, comme pendant les années de la Grande Guerre patriotique, tout le pays aide le front. Je pense que le désir d'aider est une caractéristique qui réside non seulement dans le code culturel, mais aussi dans le code génétique de notre peuple. Je veux passer la parole à Angelina Ujikovskaya, bénévole et étudiante à l'Université d'État de Koursk. Bonjour Vladimir Vladimirovitch. Tout d'abord, je veux nous féliciter tous pour la libération tant attendue de la région de Koursk, de l'occupation des formations militaires ukrainiennes. Merci beaucoup pour le soutien étatique complet aux déplacés temporaires. Dès le premier jour de l'invasion, avec l'équipe de la Jeune Garde de Russie Unie, j'ai aidé les habitants touchés.
Nous avons travaillé dans des centres d'hébergement temporaires, dans des centres humanitaires, dans des entrepôts. Des bénévoles de tout le pays sont venus dans la région de Koursk pour aider. Une partie d'entre eux s'occupait d'un travail extrêmement important et dangereux. Ils ont aidé à évacuer la population civile des territoires occupés. Malheureusement, ils ne sont pas tous revenus. Vladimir Vladimirovitch, l'activité bénévole dans la région de Koursk est devenue un symbole de l'unité du peuple. C'est pourquoi je demande d'envisager la création, dans ma région natale, d'un mémorial dédié aux bénévoles de l'opération militaire spéciale. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous, et tous ceux qui ont travaillé avec vous pendant cette période difficile et qui continuent de le faire, car elle n'est pas terminée. Oui, nous avons chassé l'ennemi de la région de Koursk, mais il se cache encore dans certains recoins, dans des caves. Eh bien, nous entendons ce qu'ils disent, ils demandent une évacuation. Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Il est impossible de les évacuer, car il y a des groupes dispersés, de 2 ou 3 personnes, je le répète, cachées quelque part dans les sous-bois, dans des terriers, complètement isolés. D'ailleurs, on leur propose de se rendre. Certains ont été capturés et renvoyés là, où se trouvent leurs camarades, avec une proposition de déposer les armes. Ce n'est pas un cas isolé. C'était littéralement il y a quelques jours. Mais, en ce qui concerne les bénévoles, vous savez, c'est comme les chercheurs. Les bénévoles travaillent, c'est un mouvement qui est bien sûr développé dans le monde entier. Mais chez nous, il a pris un caractère particulier. Chez nous, ce sont des personnes spéciales. Nous avons de jeunes gens qui commencent tout juste leur vie, qui sont tellement imprégnés d'un sens du devoir, de la responsabilité et de la conscience de l'importance de ce qu'ils font, qu'ils ne se ménagent pas. Et je voudrais m'adresser avant tout à vous, et j'espère que vos camarades m'entendront aussi, pour faire preuve de la plus grande prudence. Malheureusement, je le sais, il y a aussi des pertes parmi les volontaires. Nous ferons tout pour vous soutenir. Et vous avez proposé de créer un mémorial. C'est ce que nous ferons. Merci beaucoup. Merci à vous. Vladimir Vladimirovitch, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Y a-t-il du temps pour écouter encore un participant? Y en a-t-il? Le dernier? Allons-y, on vous tire déjà par la manche. Eh bien, allons-y. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le jeune poète Nikita Gogolev. Bonjour cher Vladimir Vladimirovitch, je suis Nikita Gogolev, j'ai 13 ans, région de Stavropol, ville de Piatigorsk. Il y a quelque chose qui unit toutes les personnes. Par exemple, je fais aussi du judo et je suis né en octobre, comme vous. Actuellement, nous sommes tous unis comme nos ancêtres autrefois, pour la défense commune de la patrie. Chacun a sa place. J'écris des poèmes et je pense que la créativité doit nous aider à nous souvenir de ce qui est important. Permettez-moi de lire un extrait de mon poème écrit pour le 80e anniversaire de la grande victoire. J'entends les fanfares de la victoire, comme les entendait autrefois mon arrière-grand-père. Sur la place rouge, avec l'orchestre défilent de jeunes garçons. Ils marchent comme alors, en 1945, les soldats de notre victoire, et les arrière-grands-pères en sont fiers, et aucun ennemi n'est effrayant. Dans les rangs de jeunes héros, la Russie derrière eux, et il n'y a aucun doute, la victoire sera la nôtre, et l'ennemi sera de nouveau vaincu, et le ciel paisible au-dessus de nous, comme symbole de la grande victoire. Les feux d'artifice le coloreront de fleurs. Vladimir Vladimirovitch, vous rencontrer était un rêve de longue date pour moi. Merci. Merci beaucoup à vous. J'espère vraiment que vous allez continuer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vladimir Vladimirovitch, je suis simplement né et j'ai grandi dans le Caucase. Et chez nous, il est de coutume que lorsque les aînés parlent, les plus jeunes restent debout. D'accord. Le Caucase a ses propres traditions. Nous les respectons avec un immense respect, car elles façonnent en grande partie le caractère des personnes qui vivent dans ce merveilleux coin de notre pays,
Ah, bien. Je veux simplement vous souhaiter du succès dans votre créativité. J'espère que vous continuerez sur cette voie. Ce que nous avons tous entendu est impressionnant, sans aucun doute. Quel âge avez-vous? 13. 13 ans. Vous voyez, une personne très jeune, et pourtant de telles choses patriotiques. Et en plus, vous les exprimez si joliment. J'aimerais beaucoup que cela se répande de plus en plus largement. Nous allons certainement. Je vais moi-même réfléchir à comment faire en sorte que votre œuvre soit connue par le plus grand nombre, non seulement par vos pairs, mais aussi par tous les citoyens de notre pays. Merci à vous de penser à cela. Et vos parents, que font-ils? Eh bien, ma mère est économiste et elle écrivait aussi des poèmes auparavant. Et au début de mon parcours, elle m'a aidé dans ma création artistique. Vous voyez, comme il a bien dit, au début de mon parcours, cela signifie qu'il n'est déjà plus au début. Il se sent déjà pratiquement comme un poète et un littérateur accompli. Je vous souhaite tout le meilleur, merci beaucoup, et transmettez mes salutations à votre mère. Merci beaucoup, je le ferai certainement. Merci. Je tiens à vous remercier tous pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite du succès. Et, comme vous l'avez remarqué, j'ai noté beaucoup de choses dont nous avons parlé aujourd'hui. Le sujet est clair pour nous, sur lequel nous avons discuté, discutons, avons discuté, mais je voudrais souligner que ce sujet, bien sûr, est extrêmement important en soi, mais il nous donne l'occasion de parler en général de ce que nous faisons, comment nous vivons, ce qu'il faut faire de plus pour vivre encore mieux, quels vecteurs de développement sont particulièrement importants. Et en notant tout cela pour moi-même, je vais organiser en conséquence mon propre travail, ainsi que le travail avec mes collègues du gouvernement, de l'administration présidentielle et avec les chefs des sujets de la Fédération de Russie, y compris du Caucase. Merci beaucoup à vous. Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance et de vous féliciter pour la fête à venir. Joyeux jour de la grande victoire. Merci. Peut-être une photo de groupe? Oui, merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce moment fort avec Vladimir Poutine n'est pas seulement un hommage à l'histoire, c'est un signal adressé à toute l'Europe. La Russie ne se soumettra pas, ni aux armes, ni aux récits imposés. Alors que l'Occident tente d'effacer, de réécrire, voire de criminaliser la mémoire des vainqueurs, Moscou répond par l'éducation, l'unité nationale et la fidélité aux valeurs profondes de son peuple. Mais vous, qu'en pensez-vous? L'Europe est-elle en train de renier l'héritage antifasciste qu'il a fondé? La jeunesse russe pourrait-elle devenir un modèle de résistance pour les générations occidentales désorientées? Partagez votre avis en commentaire, nous lirons tout avec attention. Merci pour votre soutien, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a fait réfléchir. À très bientôt pour une nouvelle analyse.